C'est évidemment pas moi qu'il faut applaudir, mais ils sont arrivés. Ja, die Damen und die Herren, schönen guten Mittag. Bonjour mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à la Philharmonie pour une consultation citoyenne sur l'Europe avec Monsieur le Président, avec le Président de la République française Emmanuel Macron et le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel. Mais avant de commencer, je vous prie évidemment d'éteindre vos téléphones portables, de les mettre en mode silencieux. Cette consultation se fera majoritairement en français, mais elle sera également traduite en plusieurs langues. Pour le français, choisissez le canal numéro 2. Meine Damen und Herren, bevor wir starten, bitte ich Sie, Ihre Telefone auf lautlos zu stellen. Der größte Teil dieser Veranstaltung wird auf Französisch sein. Wenn Sie gerne eine deutsche Übersetzung haben, dann ist das der Kanal mit der Nummer 0. Ladies and gentlemen, before we start, please put your smartphones into silent mode. And for English, please choose the channel number 1. Und für eine Übersetzung und Lützeburgisch wird Wanneschlift Nummer 3. Und vergisst Wanneschlift nicht nur dieser Konsultation ein Handy auch nicht unzumachen. Und seid ihr bereit? Ready? Excited? Ja? Prêt à discuter? Oui? Bonjour. Ah ouais. Bonjour. Ça fait plaisir. Merci. Je vous laisse la parole. C'est impressionnant, donc Madame Reuter, un grand merci. Hier is alle goed en ganz schönen guten Abend, sind immens hilfreich. Heute französischer Präsident Emmanuel Macron hat zu Lützeburg können empfangen. Ich will mich verteidigen, bei Ihnen aber entschuldigen für die Verspätung. Wir hatten auch den belgischen und holländischen Premierminister auf Besuch, wo wir damit zusammen über die europäischen Sujets diskutiert haben. Wir sind heute zusammengekommen und wir werden kurz schwätzen. Das fällt einem Politiker nicht immer einfach. Wir wollen mal dir, ich will nicht changer. Wir wollen auch erfroren einfach. Wir zwei gehören einer Generation, die keinen Krieg kennt. Wir gehören einer Generation, wo wir sich frei bewegen, am Ausland arbeiten gehen, Rechte haben am Ausland. Et wir dürfen uns Vergangenheit nicht vergessen. Il n'y a pas tout le monde dans cette salle qui a eu la chance de ne pas connaître de guerre. Et vous savez, on doit apprendre du passé. Et je vais vous dire quelque chose de très personnel. Moi-même, quand je regarde mes origines, j'ai une grand-mère qui était russe orthodoxe, un grand-père qui était juif polonais, un grand-père qui était catholique luxembourgeois, une grand-mère qui était athéiste français. Aujourd'hui, je suis marié à un Belge. Croyez-moi que dans une époque qu'a connue notre continent, j'aurais été condamné à mort, étant libéral, étant homosexuel ou ayant du sang juif. On oublie ça. Qu'on vit aujourd'hui dans un projet de paix depuis 1957 qui a fait qu'on peut être d'autres opinions, ne pas devoir partager tous les mêmes visions, mais de se respecter, de s'écouter. Que ce soit des plus petits pays et des plus grands pays, on est voisins. Et on sait que s'il y a des problèmes, la solution sera qu'une solution commune. Et aujourd'hui, je dois vous le dire en introduction, que l'Europe doit trouver des solutions communes. Et que les problèmes, de dire que ce ne sont pas nos problèmes car ils concernent un autre pays,
il n'y aura qu'une solution commune qui arrivera à trouver une réponse aux questions qu'ont les gens. Et c'est pour ça que je tiens à remercier le président français d'avoir pris du temps, de venir aujourd'hui avoir un échange avec Charles Michel, Mark Rutte et moi-même concernant les dossiers qui nous concernent en Europe, qui nous concernent tous, et surtout d'avoir aussi pris cette initiative de avoir ces consultations citoyennes où on échange, où on parle, où on écoute. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis un Européen convaincu. J'ai étudié en Grèce, j'ai fait un programme Erasmus. C'est vrai que j'ai fait des matières que je n'utilise pas tous les jours. J'ai fait du droit ecclésiastique orthodoxe et du droit maritime. Mais je dois vous dire que c'était une expérience de découvrir ce que c'est la chance que j'ai, moi, de ne pas connaître de frontières. Quand j'allais dans les pays voisins et que c'était fermé. Je sais ce que c'est de voir... Moi, la plupart des gens, vous, derrière nous, vous avez connu que l'euro. Moi, je me rappelle encore quand on allait avec les parents en Italie, qu'on échangeait l'argent à Thionville et puis qu'on échangeait l'argent dans les différentes étapes et qu'à retour au Luxembourg, j'arrivais, j'avais encore plein de livres dans la poche et je ne savais pas quoi en faire. Et c'est ça, j'ai l'impression qu'on oublie ce que nous apporte l'Europe. Donc moi, je voulais juste vous dire que je me battrai pour une Europe où on se respecte, où nos différences ne sont pas nos faiblesses, mais les différences sont notre force. Et dans notre pays, on le sait, que de construire quelque chose ensemble fait que l'on peut dépasser ces frontières. Et on n'est peut-être pas le plus grand par la taille, Monsieur le Président, mais croyez-moi qu'on est fiers de ce que l'on sait faire. Et ça, on ne le sait faire que si on est ensemble. Merci d'être là. Merci à toi. Moyenne. Bravo! Je suis très heureux d'être parmi vous cet après-midi et d'être là avec vous pour ces consultations citoyennes et d'être avec mon ami et collègue Xavier Bettel. Et ce qu'il vient de dire, qui est une histoire européenne parmi d'autres, et il y en a des milliers dans cette salle, c'est, je crois, ce qui nous a motivés, moi, ce qui m'a motivé pour oser défendre l'Europe dans la campagne présidentielle française et proposer ensuite ces consultations citoyennes. Je me souviens, quand j'ai commencé la campagne en France, on disait « il est fou, lui. Il y a des drapeaux européens, il défend l'Europe. Alors là, ça ne marchera jamais. » Il n'y avait pas que pour cette raison qu'on disait que ça ne marcherait pas, mais elle était forte. Parce qu'on avait presque tout oublié. Parce que, comme le Premier ministre vient de le dire, on avait digéré tout ce que l'Europe nous avait apporté. On avait comme intégré dans nos vies ce que nous sommes en train de vivre à d'exceptionnel. Ce que toutes les générations qui sont dans cette salle vivent. Que vous soyez lycéens, étudiants, à la retraite, actifs, ça n'a jamais existé dans notre continent aussi longtemps que ce que nous vivons depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et d'avoir dans cet espace qu'est l'Europe, et je dirais même dans cette part de l'Otharingie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, la paix, la prospérité, la liberté, pendant 70 ans, d'avoir la possibilité, en effet, d'exprimer sa religion librement, ses opinions philosophiques, de choisir sa vie librement. Ça n'a jamais existé à ce point. Et alors que partout en Europe remontent les tentations de suivre des voies plus dures, des solutions nationalistes, mais aussi ce que certains appellent identitaires, il ne faut rien céder de ce que nous avons conquis. L'Europe, c'est une conquête. Ça n'est pas une donnée, ça n'est pas simplement un héritage, c'est une conquête. Ce qui fait qu'on peut vivre librement et devenir Premier ministre avec la vie de Xavier Bettel, aujourd'hui, telle qu'il l'a décrivée, c'est une conquête. Et pour les jeunes d'il y a 70 ans, ça n'était pas une évidence. Et si, aujourd'hui, les générations qui ont à choisir, auront à choisir, ont l'avenir de l'Europe en charge, l'oublient, elles font un choix implicite. C'est de laisser ceux qui sont contre ce modèle choisir. Ceux qui disent l'Europe, elle n'est que sur des identités religieuses,
ou ethnique ou d'opinion politique. L'Europe doit revenir vers des formules beaucoup plus autoritaires et nationalistes. Alors, on a sans doute dans cette salle des visions très différentes de l'Europe, et tant mieux. Et d'ailleurs, moi, je ne prétends pas travailler avec des femmes et des hommes qui sont d'accord sur tout en Europe. Parce que c'est ça l'Europe. C'est la capacité à gérer des langages différents, des identités différentes, à dialoguer, mais à construire des consensus permanents pour faire. C'est ça le rêve européen. Et faire que ce que nous construisons ensemble n'est plus le fait d'une hégémonie, de la décision de l'un sur les autres ou contre les autres, mais que nous l'avons décidé. Et c'est pour ça que j'ai voulu être là et que j'ai décidé, à travers plusieurs pays, comme en France, de mener ces consultations citoyennes pour pouvoir parler. Moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'on fait en Europe. Je ne trouve pas que l'Europe est formidable telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Je ne suis pas un eurobéat ou un européiste, ce que vous voulez. Mais je sais qu'il y a une chose qu'on ne peut pas remplacer, c'est cette construction unique dans notre histoire qu'est l'Union européenne. C'est cette capacité à être 28 aujourd'hui, peut-être 27 demain, et on verra comment ces choses-là évoluent, mais à décider ensemble, à être un socle de valeurs, d'ambition, à pouvoir protéger, unir nos concitoyens en respectant toutes ces différences. Ça, je n'y céderai rien, rien. Mais de pouvoir discuter, ne pas être d'accord, dire moi je veux améliorer notre Europe comme ci ou comme cela, c'est essentiel. Parce que sinon, on se réduit à deux camps. Ceux qui défendent l'Europe et en quelque sorte protégeraient même ce qui fonctionne mal, et ceux qui dénoncent ce qui fonctionne mal et au fond ne proposent qu'une voie, sortir de l'Europe tout court. Ceux-là, ils ne consultent pas. Ceux-là, ils n'écoutent pas. Là, ils ont des idées toutes faites et ils les imposent. Et aujourd'hui, nous sommes au début d'une vraie confrontation. D'une confrontation politique, philosophique, de civilisation. Entre celles et ceux qui ont des désaccords, des visions différentes, et on y reviendra sans doute dans notre échange sur l'Europe, et qu'il faut porter, faire vivre, et ceux qui veulent maintenant la fermeture de l'Europe, c'est-à-dire en finir avec nos principes, nos valeurs, ce qui nous a fait, ce socle, en finir avec la coopération entre les États membres, et donc qui prône le nationalisme à nouveau. Et le nationalisme, c'est la guerre. Et cette confrontation, il faut la regarder en face, il faut l'assumer, et il ne faut rien lui céder. Et donc c'est pour ça, Monsieur le Premier ministre, cher Xavier, que je souhaitais être avec vous cet après-midi. Je sais qu'il y a dans la salle nombreux luxembourgeois, il y a aussi des Françaises et des Français qui travaillent, vivent au Luxembourg ou parfois de l'autre côté de la frontière. Mais il y a surtout des femmes et des hommes qui ont envie d'un dialogue européen. Et j'espère qu'on aura des accords et des désaccords partagés. C'est ce qui fait la vie de cette Union européenne. Mais je crois surtout qu'on a besoin de la faire vibrer à nouveau et de faire toucher aux jeunes générations et à toutes celles et ceux qui sont là le fait que cette Europe est une conquête et que cette conquête sera aussi celle de votre génération. Je vous remercie. Merci, Président. Donc, faire vibrer l'Europe, c'est le mot d'ordre. Et le thème principal de cette rencontre est à quoi ressemble tant l'Europe. Et comme vous pouvez le constater, nous avons plein de jeunes ici sur scène. Ils viennent du lycée Aline Mayrisch, du lycée de Diekirch, du lycée Vauban, ainsi que de l'école européenne. Et les jeunes d'aujourd'hui sont évidemment les citoyens européens de demain. Et on veut savoir ce qu'ils pensent, quelles sont leurs attentes. Et vous avez le grand plaisir de lancer ce débat avec vos questions. Donc, qui veut se lancer? Vous étiez le premier, vous pouvez commencer. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, je suis Mich Weber du lycée Aline Mayrisch à Luxembourgville. Et ma question concerne le sujet du renforcement de l'Union européenne. Donc, quelles mesures proposerez-vous pour que l'Union européenne en soi devienne à nouveau plus crédible et attractive pour les citoyens, afin qu'ils y voient leur futur rassuré? Je commence, tu commences? Vous voulez qu'on en prenne D'accord, plusieurs? on en prend plusieurs.
on peut aussi tout de suite enchaîner avec une deuxième question, s'il vous plaît. Je dois noter alors. Je dois aussi prendre mon bic alors. Oui, moi, je vais rester debout aussi. Parce que... Donc, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, c'est un honneur. Je suis Alix de l'École européenne de Luxembourg à Kirchberg. Donc, ma question concerne le changement climatique et l'environnement en Europe. Sachant que 5% de l'énergie produite par le Luxembourg est renouvelable, situant le pays en dernière place de l'Union européenne, et que Nicolas Hulot, le ministre de l'Environnement français, vient de démissionner. Si rien ne change, d'après une étude récente du GIEC, le réchauffement climatique sera de 1,5 degré en 2040, donc une situation irréversible pour nous et les générations à venir. Comment est-ce possible que les mesures prises par l'Union européenne soient si infimes qu'elles permettent de telles prévisions? Merci. Et on prend une troisième question. Ici, monsieur. Bonjour, Monsieur le Président et Monsieur le Premier ministre. En fait, j'aimerais savoir, moi et mes camarades, qu'est-ce que vous, en tant que chef d'État, vous pensez pouvoir faire pour assurer que les lois des institutions européennes, elles soient prises en considération et appliquées dans chaque pays membre de l'Union européenne, par exemple la Pologne ou la Hongrie. C'est bien. Vas-y, comme tu veux. Vas-y, si tu veux, t'es chez toi. Vas-y. Je vais commencer pour les premières questions et Monsieur le Président de la République complétera aussi. Puis après, tu t'en sors pas comme ça, c'est toi qui fais les prochaines. Hein. Non, mais je vais répondre aussi. Alors, tout d'abord, la première question, c'est comment réformer l'Europe? Alors, actuellement, vous avez des gens qui vous disent, là, je vais peut-être décevoir l'un ou l'autre, qu'on a besoin demain d'une Europe fédérale. Moi, je ne partage pas cet avis. Actuellement, je suis d'avis qu'on a des mécanismes qui ont besoin d'être réformés. On voit qu'on a des mécanismes qui ne fonctionnent pas. Et de dire que dans ce cas-là, on va tout décider au niveau fédéral, m'inquiète. Parce que je vois qu'on a certains dossiers, on n'arrive même pas à avancer au niveau actuellement national avec les différents pays. Donc, on a un problème qui est celui, et je peux comprendre tout à fait, moi depuis que je suis Premier ministre, je crois que j'ai commencé avec les Grecs, puis le Brexit, la migration, la Turquie, l'état de droit en Pologne. Donc à chaque Conseil européen, j'avais toujours presque des crises qu'on essayait de gérer, ou en tout cas des situations délicates où on essayait de trouver des solutions. Et on voit qu'on avance très très lentement. Et si aujourd'hui on en a discuté avec le président français, le Premier ministre belge et néerlandais, c'est justement pour essayer d'avoir ce que je pourrais appeler, et c'est, le président l'a déjà dit, ceux qui sont constructifs. Ceux qui sont constructifs, ceux qui ont envie d'avancer. Je sais que je ne vais pas plaire à tout le monde non plus, mais si on n'arrive pas à avancer à 28, eh bien qu'on avance à moins. On avance à moins. Je ne vais pas, vous savez, certains ont peur d'avancer dans un ou un autre sujet, et si à chaque fois on est obligé d'être à 28 pour avancer, on n'avancera plus. On est beaucoup. 27 demain. Et donc je pense qu'il est important d'avoir des coopérations renforcées sur certains dossiers où on arrive à avancer et qu'on ne soit pas bloqué parce que l'un ou l'autre pays dit « moi je bloque ». Donc comment rendre l'Europe plus attractive? C'est très dur, du jour au lendemain, de rendre l'Europe plus attractive. Moi j'essaie de vous expliquer, moi je fais partie d'une génération qui fait partie d'une génération Erasmus, qui fait partie d'une génération qui a connu les transformations. Vous êtes nés avec déjà toutes ces transformations de fait. Donc pour vous c'est un acquis. Et je pense que même au niveau, pas éducation du style école, mais dans le style éducation d'apprendre l'Europe, il faut aussi qu'on fasse des efforts. D'apprendre, et que l'Europe, ce n'est pas que 57, des Robert Schuman, etc., qui étaient autour de la table et qui ont signé, mais d'apprendre les valeurs. Aujourd'hui, on parle beaucoup de dates, on parle de chiffres, mais on parle très peu des acquis démocratiques, de tout ce qui a été fait au niveau des droits, au niveau européen. Donc je pense qu'on a encore beaucoup de boulot à ce niveau-là à faire, et surtout, encore une fois, je n'ai pas envie d'être pris en otage par l'un ou l'autre pays, parce qu'il a peur d'avancer. J'avais donné l'exemple de ceux qui ont, vous savez, des peurs de monter dans l'avion pour des raisons nationales, parce qu'ils disent j'ai une peur nationale de prendre l'avion, parce que j'ai peur que mon électorat soit contre. Mais dans ce cas-là, que ceux qui veulent monter dans l'avion montent dans l'avion, et les autres prendront le bus.
Concernant les énergies renouvelables, c'est vrai que le Luxembourg, et le prenez pas mal, madame, a une taille qui fait que je ne vais pas mettre des éoliennes partout. Je peux pas, parce que j'en mettrais partout. Il y en aurait même dans la Pétrus. Si vraiment je... Donc, je pense que ce qui est important, et c'est ce que fait le Luxembourg, c'est de participer aussi, et on participe à des parcs même, à énergie renouvelable à l'étranger. Et M. le Président de la République sait que c'est un sujet qui est toujours en discussion, et je lui ai dit que c'est un sujet délicat, mais moi j'aimerais bien qu'à côté de Luxembourg, il y ait un parc d'énergie renouvelable qu'on puisse faire avec la France ensemble, parce que le Luxembourg ne croit pas en l'énergie nucléaire. Et nous avons... Ce sont des projets dans lesquels nous on croit, mais actuellement, je dois vous dire que on parle beaucoup de dumping fiscal, on parle de dumping social. Je pense qu'on oublie qu'il y a un dumping écologique qui existe aussi. Et aujourd'hui, dans le monde entier, si on fait des listes OCDE pour dire ça c'est des pays sur liste noire, je pense qu'on devrait un jour même dire, pour des pays qui ne respectent pas certains critères au niveau écologique, pourquoi pas prendre des mesures, que ce soit de taxation ou quoi que ce soit, qui soient moins intéressantes pour ces pays. Ce sont des pistes qu'il faut, en tout cas, qu'on puisse analyser. En tout cas, moi, je tiens à remercier le président français qui, parce que la COP21, c'est bien qu'on se retrouve tous autour de la table et qu'on se donne des ambitions, mais après, il n'y a pas de suivi. Et le président français l'a déjà fait, il nous a réinvités à Paris, il nous a réinvités à New York maintenant, pour faire de nouveau un suivi lors de l'ONU, car tout le monde sera réuni. Et pour moi, le changement climatique est un sujet qui est vraiment important de vouloir le faire. Mais je dois, encore une fois, trouver l'équilibre pour que je n'ai pas un dumping climatique après, qui ait des répercussions économiques aussi chez les autres. Et puis l'état de droit, que vous avez cité, si en Europe, on devient un supermarché, et si vous l'avez dit aussi, Monsieur le Président, mais un supermarché, où je fais que les rayons épicerie fine et je prends que ce que je veux, et l'état de droit qui est pour moi, quand même, depuis 1957, un des principes majeurs de cette Union européenne, le droit, les droits qu'on s'est mis ensemble, de donner peut-être quelque chose aujourd'hui pour avoir quelque chose de plus grand demain. Si c'est mis en question, je pense qu'on a remarqué, et quand je vous ai dit tout à l'heure qu'on doit réformer l'Union européenne, qu'on s'est donné des mécanismes qui n'étaient pas efficaces. Car si on doit avoir une unanimité pour pouvoir supprimer le droit de vote d'un autre pays, alors que s'ils sont deux, ils peuvent décider de s'auto-satisfaire et que l'un dit et fait l'autre, on voit qu'on a un mécanisme qui ne fonctionne pas. Donc je pense qu'on doit sérieusement se poser des questions sur comment fonctionne aussi quand ça va mal. Parce qu'aujourd'hui, on avait fait les règles quand tout va bien, mais on voit que quand ça ne va pas, on a plus de mal. Voilà, j'ai essayé de vous répondre à vos 3 questions le mieux possible. Rapidement, sur la question d'avoir une Union européenne, vous demandiez plus crédible, attractive et rassurante. Il faut être là aussi très, très concret. Pour moi, la manière de faire de l'Union européenne quelque chose justement qui apporte ça à nos concitoyens, c'est de montrer en quoi l'Union européenne répond aux peurs ou aux défis contemporains. Et donc, moi je crois dans une Union européenne qui protège davantage aux frontières. Aujourd'hui, vous l'avez vu ces dernières années, il y a de nouvelles menaces géopolitiques, on a un vrai défi. Nous avons une coordination diplomatique, pour y revenir, on a nos propres diplomaties. Moi, je souhaite qu'on ait davantage de protection commune. C'est pour ça qu'on a défendu et beaucoup poussé cette idée d'une politique renforcée au niveau de la défense, d'un fonds européen de défense, que la France a proposé une initiative européenne d'intervention qui est de coordonner les pays pour qu'ils interviennent, et que la semaine dernière, j'ai proposé, dans le cadre de la refonte des traités vers laquelle on doit aller lors de la prochaine mandature, on aille vers une vraie solidarité de défense européenne. Et ça, c'est concret. Quand vous allez en Finlande, quand vous allez au Danemark ou même en Pologne, c'est l'Europe concrète, c'est l'Europe attractive, parce qu'on parle de 2 pays qui ont peur, qui dans leur histoire ont connu des invasions extérieures, qui ont aujourd'hui peur de leurs voisins, et jusqu'à présent, ce n'est pas l'Europe qui leur apporte la solution en matière de défense, c'est l'OTAN et les États-Unis d'Amérique. Et donc comment voulez-vous, après que vous leur disiez, l'Europe c'est ta survie. Donc une Europe qui protège davantage. L'Europe qui protège, c'est celle aussi qui protège en matière de numérique. On a une révolution qui est en cours, qui change tout dans nos vies. Il n'y a qu'au niveau européen qu'on peut vraiment protéger nos droits individuels, le respect à la vie privée, ce qu'on a fait avec un règlement général qui est en train de rentrer en vigueur. Et c'est la clé, c'est une vraie souveraineté.
parce que c'est ce qui fait que nous ne sommes pas soumis ni à la loi des géants américains, ni demain à la loi des Chinois. Cette Europe qui protège, c'est aussi celle qui protège les concitoyens, les entreprises européennes, et leur permet une juste concurrence. On l'a ensemble annoncé tout à l'heure sur la taxation des géants du numérique. Moi, je crois qu'il est indispensable qu'il y ait une juste taxation. On ne peut pas avoir des grands acteurs du numérique qui ne payent pas d'impôts et qui viennent concurrencer des entreprises qui payent la TVA, l'impôt sur la société, etc., ou d'autres start-up européennes. Si on a une politique uniquement française ou uniquement luxembourgeoise, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas défendre ces entreprises. Si vous avez une vraie réponse européenne, vous pouvez le faire, parce que l'Europe, c'est un vrai marché. Et donc, on va, pour un temps donné, le temps qu'on trouve une solution au niveau de l'OCDE, avoir une taxation limitée sur ces grands acteurs qui ont une concurrence déloyale, avec ce qui s'appelle une sunset clause, ça durera un temps, mais ça protège, c'est concret. Quand on fait la réforme du travail détaché, pour protéger nos travailleurs, c'est l'Europe qui protège. Et donc moi je crois à cette souveraineté européenne indispensable, c'est plus attractif parce que nos citoyens, face à ces grandes menaces, doivent voir que la solution est européenne. Et c'est tout le défi qui est le nôtre, on y reviendra sans doute, sur les sujets des migrations, parce que face à ces grandes migrations aujourd'hui que nous vivons et que nous aurons à vivre pour des années et des décennies, la réponse ne peut être qu'européenne. Parce qu'aucun pays, on a quelques exceptions, mais nous ne sommes pas une île. Après, la rendre plus attractive, c'est la rendre unie, c'est-à-dire avoir des principes de solidarité. C'est cette fameuse image du supermarché que j'avais un jour prise. On ne peut pas dire « je viens prendre ce qui me plaît dans l'Europe, mais je n'aide pas les autres ». Et donc, en termes migratoires, en termes économiques, c'est avoir une Europe plus solidaire. Ça veut dire avoir des vrais budgets d'investissement, dire on investit, c'est une Europe qui investit dans l'école, dans les transferts réels sur des politiques d'avenir que nous partageons avec la bonne gouvernance. Je ne rentre pas dans ces détails pour ne pas être trop long. Mais c'est ça dont on a besoin. Et puis c'est d'une Europe, je l'ai souvent dit, plus chaude, plus concrète. Les générations précédentes, votre Premier ministre l'a évoqué, quand on leur parle de l'Europe, elle parle d'Erasmus. On en parle encore aujourd'hui. Ce sont des expériences d'Europe. Les universités européennes qu'on a proposées, le maintien, le développement d'Erasmus, y compris dans l'apprentissage, des initiatives choses, des expériences communes qui font de l'Europe quelque chose de positif qui change vos vies. Voilà quelques exemples concrets de ce qui, à mes yeux, est important pour rendre l'Europe plus attractive, c'est-à-dire une Europe souveraine qui protège davantage, qui unit davantage et qui est concrète. Et bien évidemment, dans ces sujets, il y a le sujet climatique. Le sujet climatique, je dirais, on n'est plus aujourd'hui au temps de l'interpellation, on est au temps de l'action. C'est un sujet qui est essentiel, qui est au cœur de notre action. Et on a fait beaucoup d'avancées, les accords de Paris qu'a rappelé le Premier ministre et autres. Mais on n'y est pas. Et c'est d'ailleurs le cri d'alerte qui a été celui de Nicolas Hulot comme de beaucoup d'autres. On n'y est pas et on a déjà les effets de ce qui a été fait ces dernières décennies. Et les générations qui adviennent, en particulier celles que je viens d'entendre dans la salle, elles ont un défi devant elles qui est terrible et c'est la pire des injustices. C'est-à-dire c'est le fardeau de tout ce qui a été fait avant sans conscience et en même temps des sociétés à faire fonctionner, à faire vivre. Et donc c'est un défi de transition inédit. Et les solutions ne sont pas les solutions de facilité ou d'incantation, ce sont des solutions d'action. Donc nous on a mis en place, ça a été annoncé d'ailleurs il y a un an, un plan climat qui est inédit. Et vous savez, on a l'impression que c'est rien quand c'est annoncé un plan. Mais qu'est-ce qu'on va faire en France? On va fermer toutes les centrales thermiques. Il n'y en aura plus. Nous, on est un pays qui, dans l'énergie, en effet, repose beaucoup plus sur le nucléaire. Mais il faut être cohérent avec sa stratégie. Moi, ma priorité, c'est réduire les émissions de CO2. Et bien, quand je regarde la liste des sources d'énergie, en particulier d'électricité, le nucléaire n'est pas la pire des choses. C'est le charbon, les centrales thermiques et autres. Et donc, ma priorité, c'est de fermer les centrales thermiques. On sera le premier pays qui ferme toutes ces centrales thermiques. Le premier. Et donc, je ne produirai plus l'électricité que par du nucléaire et du renouvelable qu'on va continuer à faire monter. On a encore lancé des éoliennes offshore, 6, au début de l'été. Et c'est cette transition qu'on va continuer. Mais c'est ma priorité absolue. Et je ne veux pas réduire ma souveraineté énergétique, c'est-à-dire importer du gaz de pays qui ne partagent pas forcément mes valeurs, ou réouvrir des centrales à charbon. Mais une fois que j'ai dit ça, il faut mesurer la difficulté. Les milliers de gens qui, en France, travaillent dans ces centrales. Il va falloir leur expliquer,
on va arrêter votre job. Voyez? Et donc, on peut tous être d'accord là, mais il va falloir aller sur le terrain. C'est ça, faire l'écologie aujourd'hui. C'est plus aller dire, c'est une catastrophe, la planète brûle. La planète brûle, c'est mon anté-prédécesseur qui le disait. Il s'appelait Jacques Chirac. Moi, je ne peux plus dire la planète brûle, tout le monde le sait. Je suis obligé de dire comment on commence à éteindre. Et donc, on va devoir aller sur le terrain, aller parler à ces milliers de gens et le faire. C'est la même chose quand on augmente le prix du gasoil pour permettre aux gens, avec justement cette augmentation des prix et une prime pour la voiture électrique, de le faire. Vous savez, ça ne vous rend pas populaire d'augmenter le prix du gasoil. Quand on fait la vitesse à 80 km/h en France, c'est sans doute l'une des principales mesures écologiques. Personne ne la regarde comme ça, mais c'est la réalité. Tout le monde dit c'est terrible, c'est ennuyeux. Oui, mais la réalité, c'est qu'on émet beaucoup moins quand on est à 80. On peut aimer l'écologie quand c'est les grands débats, mais l'écologie en action, c'est du concret. C'est du concret. Et donc, la plupart des gens qui aiment les principes, il faut que maintenant ils viennent m'aider à aller dans le concret, nous aider. Parce que tout ce concret, c'est contrarier des habitudes, des intérêts établis. Et au niveau européen, qu'est-ce qu'on doit faire? Accélérer la stratégie renouvelable, massivement en investissant. Accélérer l'investissement, c'est le fonds d'investissement rupture dans le stockage de l'énergie. Le seul moyen de fermer plus vite des centrales nucléaires et d'ouvrir plus vite du renouvelable, c'est le stockage de l'énergie. C'est de pouvoir faire d'une énergie intermittente, qui est le renouvelable, une énergie permanente qui permettra d'être substituée aux centrales à charbon, aux centrales thermiques, au gaz ou au nucléaire. Et ça, c'est de la recherche. On doit aller beaucoup plus vite au niveau européen. On a un marché européen du carbone. Il faut maintenant le structurer. Moi, je défends un prix plancher du CO2 et une taxe aux frontières, ce qui est la meilleure méthode pour concilier écologie et économie, comme le disait le Premier ministre. C'est-à-dire, vous taxez les gens qui produisent en polluant et en émettant à l'étranger. Et donc, vous demandez des efforts à vos entreprises, avec un prix plancher, mais vous avez une taxe aux frontières quand ils veulent rentrer. Voilà quelques exemples concrets de ce que doit être une stratégie européenne, en tout cas celle que nous déciderons. Puis après, il faut être cohérent sur ce point. On ne peut pas dire les sujets environnementaux sont importants pour nous, mais on les oublie quand on parle du reste. Et moi, je suis extrêmement ferme sur ce point. On ne doit pas avoir des négociations commerciales avec des pays qui ne respectent pas l'accord de Paris. Et donc ça veut dire qu'on a beaucoup durci le suivi de l'accord avec le Canada, mais quand certains disent on va repartir vers des grands accords avec les États-Unis d'Amérique qui en même temps disent nous on ne respecte pas l'accord de Paris, non. Non. Parce qu'on ne peut pas dire nous on demande à nos entreprises de faire des efforts, mais on va faire des accords commerciaux avec des gens qui n'en font plus. Et donc on doit avoir un agenda ambitieux sur tous les plans, mais voilà quelques éléments de réponse. Enfin, il n'y a pas de doute sur votre dernière question, on doit faire respecter l'état de droit partout. On a été trop lent, on a trop transigé. Il faut être beaucoup plus dur sur ces sujets. Il y a la semaine prochaine un débat au Parlement européen sur le cas de la Hongrie. Je suis pour qu'on soit clair et que les parlementaires européens prennent leurs responsabilités. Elles ne respectent plus l'état de droit. Je suis pour qu'on soit clair et ferme avec la Pologne et avec tous les pays qui ne respectent plus l'état de droit, la base, c'est-à-dire ce qui est au fondement même de nos traités et du Conseil de l'Europe. Et là-dessus, on ne doit transiger en rien. Oui, merci pour ces premières réponses et je pense que le débat est bien lancé. Quelle est votre Europe? Je vais passer maintenant la parole au public. Vous êtes sollicité, on veut savoir quelles sont les questions que vous vous posez. Et vu le nombre impressionnant, je pense qu'on va rester avec cette formule de regrouper 3 questions ensemble. Et puis ensuite, Monsieur le Président et Monsieur le Premier ministre y répondent. Les règles du jeu sont faciles. Le mieux est vraiment que vos questions restent courtes et concises, parce qu'on veut vraiment qu'un maximum... C'est pas une garantie que nos réponses soient courtes. Hein? Elles seront concises. C'est pas une garantie que nos réponses soient courtes. Oui, mais au moins on veut s'assurer qu'un maximum de personnes puissent participer. Ça c'est en fait l'idée. C'est l'idée. Voilà. Ok. Donc pour participer, c'est très simple. Levez la main. On a des micros un peu partout dans la salle et je propose qu'on commence avec le bloc des premières rangées. Monsieur. C'est impressionnant. Bonjour, Monsieur le Premier ministre.
Je me présente, Brian Pellingu, 23 ans, étudiant en droit. Ma question s'adresse à tous les deux. Étant donné que votre combat, le combat que vous menez pour l'Europe sera bien entendu un combat qui va devoir être mené sur le long terme, ma question sera courte, simple. Comment souhaitez-vous créer pour les générations à venir un sentiment d'appartenance à l'Union européenne? Merci. Dans la rangée, le bloc ici au milieu, monsieur. Oui. C'est peut-être plus facile si vous prenez un bloc, parce que regardez, le micro est tout à gauche, parce que sinon la personne va devoir tout traverser. Donc si vous prenez peut-être le bloc là, puis le bloc là, puis le bloc là. Ok, d'accord. On va merci. On a un Premier ministre très proactif. Vous pouvez lever votre main, la dame, monsieur là, elle est là-bas. motivée. Là, t'as contrarié la dame qui est là. Guten Morgen, Herr Macron. Guten Morgen, Herr Bettel. Je vais le faire en français. Vous vous êtes positionné comme étant les leaders progressistes face aux nationalistes xénophobes tels que Orban ou M. Salvini. Mais le fait est que vous n'êtes pas les leaders d'une Europe progressiste en tant que telle, mais plutôt les leaders d'une Europe, comme dit, des marchés. Et cela pourrait être un problème. Nous sommes tous d'accord ici, enfin j'imagine que la xénophobie est un problème pour nous tous en Europe, et un problème historique d'ailleurs, mais c'est sans avoir une alternative à l'Europe des marchés que vous défendez tous les deux, cette xénophobie ne cessera jamais de se répandre partout en Europe. C'est pourquoi nous, au printemps européen, nous refusons la stratégie électorale mortifère que vous menez de n'offrir comme choix que d'un côté le capitalisme sauvage de Charybde face à la haine de l'autre et à la xénophobie de Scylla. Nous pensons que le peuple européen mérite une autre Europe, c'est-à-dire une Europe qui réduit les inégalités et non pas qui réduit la fiscalité pour les plus riches. Okay. Et quelle est votre question? C'est presque fini. Non. C'est presque fini. La question. Oui. Vous dépassez. Pas de souci, pas de souci. Maxi 1 minute par question. Oui, pas de souci, pas de souci. Okay. C'était timé. Votre question donc la question, c'est depuis plusieurs dizaines d'années, la politique de l'Europe est la même, et cela n'a fait qu'accroître la montée de la xénophobie et de la haine des autres et le renfermement national. Okay. Et la question? Que pensez-vous? Comptez-vous continuer? Non, continuez-vous continuer? Le but, c'est le débat. Monsieur exprime une position et ça fait partie elle est importante et respectable. De l'Europe de pouvoir... Parce que dans d'autres pays, vous serez déjà en prison depuis 10 minutes. Mais donc... Vous ne seriez pas entré. Je dis... Nous, on aime vous écouter et on aime pouvoir vous répondre. Merci beaucoup. Du coup, considérez-vous que continuer cette politique soit la bonne façon de faire, vu que depuis plusieurs dizaines d'années, cela n'a fait qu'accroître la xénophobie partout en Europe? Merci beaucoup. Merci pour cette question. Et on va prendre une question de ce côté-là. Les micros sont tout proches. Prenez-le. Oui, voilà. Il y a eu un contournement au-dessus. Bonsoir, monsieur le ministre. Oui, le micro, est-ce qu'il fonctionne? Reposez la question, s'il vous plaît. Vous prenez un autre micro. Et à monsieur le président, d'abord, je voulais vous dire, monsieur Macron, que je vous aime, je vous soutiens. Parce qu'en France, on ne vit pas. Je suis venue exprès, j'avais préparé une chanson, mais Brigitte, elle n'est pas là, je ne la chante pas. Vous lui passez le bonjour à votre épouse, à vous aussi. Mais j'ai quand même une question, peut-être à monsieur Bettel. Je dis Bettel parce que je l'aime aussi, je l'adore. Merci. Mais j'ai un petit problème. Ma question, c'est vrai l'Europe. Ça fait 45 ans ou 50 ans que j'habite ici au Luxembourg. Je suis d'origine italienne. Entre-temps, je suis luxembourgeoise. Mais je vous dis, j'ai 2 filles. Et j'ai dit aujourd'hui à mes filles, ne faites pas des enfants. C'est la peur. Quand je vois avec ici, on parle au Luxembourg, on parle des flüchtlingen. En France, en Europe, on parle des émigrants. Je me demande, aujourd'hui, j'ai peur. Le mois d'octobre, le 14 octobre, je crois que c'est les élections. C'est la première fois. Ici, on est obligé d'aller voter. Peut-être monsieur de Bettel kan me janveren. C'est la première fois que je ne sais pas ce que je dois voter. Je suis
surtout avec mes clients, et je fais du bénévolat avec les personnes âgées, qu'on parle tous les jours de ça. Ok, quelle est votre question? Ma question, c'est comment ça se fait, on est en Europe, Que dois-je voter? comment ça se fait qu'on laisse tomber l'Italie? Comment ça se fait que l'Europe, on parle de l'Europe, et tout le monde, je crois que n'importe qui a l'oreille sourde. Et en plus, ça me touche vraiment que vous et Salvini, vous êtes un peu en ce moment quand ça passe pas le message. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec l'Europe, qu'est-ce qu'on peut faire avec les immigrants et les flüchtlingen, parce qu'on a peur. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette question. Ok, on a 3 questions. Qui veut se lancer? Bien. Alors, pour essayer d'être concret et d'aller droit au but, vous demandez donc le sentiment d'appartenance. Que faire? Ça ne se décrète pas, le sentiment d'appartenance. D'abord, c'est des combats communs et ce qui forge une génération. Moi, je pense que de fait, et on le vit, ça n'est pas une stratégie politique ou autre, nos générations aujourd'hui sont en train de vivre le retour de l'histoire en Europe, avec les grandes migrations, avec la remontée des nationalismes et autres. Et donc, de fait, l'histoire et le tragique reviennent en Europe. Et ça crée un sentiment d'appartenance entre celui qui y croit et celui qui n'y croit pas. C'est une réalité. Et l'Europe avait peut-être un peu oublié la vigueur de cela. On avait même théorisé le fait qu'on sortait collectivement de l'histoire. On était rentré dans une période où le tragique avait un peu déserté l'Europe. On pensait qu'on pouvait s'embourgeoiser en quelque sorte et que ça n'était qu'une histoire de croissance économique. Ça n'est plus vrai. Et donc ça crée le retour des grandes idées, des grandes histoires, de la tragédie. Et je crois que ça crée un sentiment d'appartenance européen parce que les défenseurs de l'idée européenne vont devoir se battre pour elle. Et après, il y a plusieurs, je vais y revenir, il y a plusieurs sensibilités, plusieurs points, mais malgré tout, il y a ceux qui croient dans l'Europe et ceux qui n'y croient pas. Et ceux qui croient dans l'Europe croient aussi dans la possibilité de débattre dans la confrontation respectueuse d'idées différentes. Mais il faut voir qu'il y a un camp, mais il n'épuise pas le champ politique, vous avez parfaitement raison, mais il y a un camp qui ne veut plus ça. Deuxième élément, c'est que moi je crois que ce qui crée le sentiment d'appartenance, c'est l'expérience de vie concrète. Et donc, c'est la possibilité d'apprendre les langues. Et donc, c'est pour ça que je défends l'idée d'un programme éducatif où on apprend au moins 2 langues étrangères européennes autres que la sienne, partout en Europe, et que l'Union européenne le finance dans les pays qui sont les plus en difficulté. Pour moi, c'est typiquement au cœur de ce qu'un budget additionnel européen doit faire. Et on doit être plus ambitieux sur ce point. C'est de développer le programme Erasmus Apprentissage, parce que c'est ce qui permet le voyage en Europe et la possibilité d'avoir une expérience pour des jeunes et donc de créer ce sentiment d'appartenance concret. C'est le développement des universités européennes qui permet d'avoir des parcours académiques où on passe 6 mois dans une université, 6 mois dans une autre, de manière structurée. Elles sont en train de se développer et on l'a poussé. Et donc c'est cette Europe de la traduction, de l'échange, de l'expérience de vie commune dans laquelle je crois. Donc voilà, le retour du tragique et toutes ces choses très concrètes qui, à mes yeux, permettent de créer le sentiment d'appartenance. Sur, ensuite, nos différences politiques et la lecture que vous avez de ce qui est peut-être notre position, ma position, et de la manière dont on peut faire évoluer l'Europe. D'abord, c'est tout à fait vrai qu'il y a plusieurs visions de l'Europe et qu'il y a des gens qui défendent avec la même vigueur, la même force, l'idée européenne, mais qui, dans leur pays ou en Europe, ont des préférences qui sont différentes. Et ça, moi, je le respecte et je ne suis pas en train de dire qu'elles n'existent pas. Je dis que ce combat, néanmoins, est, me semble-t-il, moins vital. En tout cas, il est de rang 2 par rapport au combat principal entre ceux qui veulent juste abolir l'Europe ou revenir au nationalisme et ceux qui y tiennent. Parce que si ceux qui veulent abolir l'Europe, revenir au nationalisme, à la xénophobie, et qui croient dans des solutions non coopératives gagnent, ni vous ni moi ne pourrons défendre dignement nos idées et les faire avancer. Et donc déjà, vaincre cela, c'est permettre ou à vous ou à moi ou à beaucoup d'autres sensibilités dans cette salle de pouvoir faire triompher ces idées et les mettre en œuvre. Ensuite, je ne suis pas totalement d'accord avec l'idée que vous vous faites de ce que je propose. Je ne suis pas pour une Europe qui soit dans la réplique de ce qu'on fait depuis plusieurs décennies. Moi, je crois que si on en est là où on en est aujourd'hui, c'est précisément parce que l'Europe ne fonctionne pas bien, et c'est précisément aussi parce que
nous n'avons pas vu venir des grandes menaces de l'extérieur. Et moi, je ne suis pas pour répliquer cela. Je ne suis pas pour une Europe de l'élargissement sans fin, de l'ultralibéralisme, parce que je fais une distinction entre le libéralisme et l'ultralibéralisme, c'est-à-dire, en quelque sorte, la règle du toujours moins-disant sur le plan économique, social, environnemental. Je ne crois pas à ça. Ça n'est d'ailleurs pas ce que je défends. Je crois dans la compétitivité, ou plutôt la productivité, donc je ne crois pas qu'on puisse mener quelque politique que ce soit, qu'elle soit sociale ou environnementale, si on n'est pas fort dans la mondialisation, et donc si on ne produit pas chez soi, parce que si on ne produit pas, on ne peut pas répartir. Donc oui, je défends une politique de renforcement économique dans mon pays et en Europe, et donc je suis pour une vraie souveraineté numérique, pour la recherche, pour une politique entrepreneuriale assumée, parce que je crois que c'est une condition préalable à la réussite de l'Europe et au progrès, parce que je pense qu'il n'y a pas de progrès s'il n'y a pas d'abord de production. Et après, on discute des modalités de répartition. Mais je ne suis pas pour l'amoindrissement des règles. L'Europe à laquelle je crois, c'est celle que nous avons réussi à travers la réforme des travailleurs détachés. C'est celle que je veux porter, par exemple, sur le numérique, la régulation du numérique ou des contenus. Moi, je crois dans une Europe qui définit ses standards, ses règles, et qui ne cède pas au marché. Par exemple, je crois en une Europe qui taxe les champions du numérique à un certain niveau, parce que sinon, en effet, c'est la règle du moins-disant. Je crois dans une Europe qui défend le droit d'auteur et le copyright, ce que j'espère nous gagnerons comme bataille au Parlement la semaine prochaine, parce que sinon c'est la fin des auteurs. Et ça, ce n'est pas une vision ultralibérale, parce que si j'étais ultralibéral, je défendrais simplement ceux qui font beaucoup d'argent sur le dos des auteurs et qui diffusent. Ce n'est pas ça l'Europe à laquelle je crois. Je crois à ces valeurs profondes, à une Europe, et c'est l'esprit même de cette Union européenne, qui permet de converger sur le plan économique, sur le plan social et environnemental, c'est-à-dire une Europe de la responsabilité et de la solidarité. Et c'est pour ça que je suis favorable à un budget de la zone euro, parce qu'il permettra d'aider ceux qui sont en difficulté et qui sont en train de faire les réformes pour revenir, ce qu'on n'a pas fait après la crise de 2008-2010, ce qu'on n'a pas fait. Je suis pour une convergence sociale, parce qu'on ne peut pas avoir une Europe qui, ce qui est contraire à nos intentions profondes, à la philosophie de l'Europe, où on finance le rattrapage de certains pays par les fonds structurels, et ils en profitent pour baisser leurs impôts sur les sociétés ou réduire les droits sociaux. Non. Donc vous voyez, je crois qu'on peut réconcilier, c'est le en même temps auquel je crois, l'ambition économique et une exigence, une convergence sociale, environnementale. Ça n'est pas la réplique de ce qu'on a fait durant ces 30 dernières années. Et parce que durant ces 30 dernières années, on a trop cédé en effet à un dogme, à une vision qui n'était que économico-financière sans aucune régulation et qu'on disait au fond, le marché unique, c'est plus de règles. Ce qui n'est pas ce que je crois. Moi, je crois que le marché unique, c'est une règle commune à 28, mais il y en a une. Il y a une solidarité, il y a une convergence. Et on définit nos choix et nos standards communs. Bien parce que pendant 30 ans, on n'a pas fait ça. On a créé des perdants profonds de cette Europe. On n'a pas assez protégé nos Européens. Et on n'a pas montré qu'il y avait un projet de réussite. Et je le dis souvent, on a trahi le projet européen. Le projet européen n'était pas d'expliquer à un jeune à Madrid, à Lisbonne ou à Athènes qui pouvait réussir dans l'Europe, mais à la condition qu'il aille à Luxembourg ou Berlin. Or, c'est ça l'Europe des 10 dernières années. On a dit, vous pouvez réussir, mais il faut bouger, pas chez vous. C'est qu'il ait un projet de vie, de progrès dans son pays. Et donc, qu'on remette avec la responsabilité ce principe de solidarité. Si on fait ça, je pense qu'on peut fortement réconcilier, en plus de tout ce que j'ai déjà dit, nos concitoyens avec l'idée, la réalité européenne. Et ensuite, il faut regarder en face les grandes peurs. Et ça rejoint la troisième question. Moi, je crois que si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas regardé en face les grandes transformations du monde, les nouveaux risques, qu'on a à la fois affaibli notre Europe en oubliant nos principes, nos valeurs, cette solidarité indispensable, et que les grandes transformations arrivant, en particulier le fait migratoire, on a le choix entre l'inaction ou la peur. Moi, je défends une ligne. Je crois que nous sommes d'accord sur ce point, nous en avons encore longuement parlé, qui est celle de ne rien céder sur nos valeurs. L'Europe, elle a des droits. Moi, en France, c'est dans la Constitution, le droit d'asile. Ceux qui risquent leur vie dans leur pays en raison de leurs orientations sexuelles, philosophiques, religieuses, des menaces politiques, on doit les accueillir, c'est inconditionnel. Et c'est pour ça que vous me voyez parfois fâché avec M. Salvini, même si ça vous rend triste, parce qu'il n'est pas d'accord avec ça. Ce n'est pas nos valeurs. Ce n'est pas nos valeurs. Mais défendre ces valeurs, c'est dans le même temps avoir une exigence. On doit permettre à la jeunesse en Afrique, au Maghreb et ailleurs de réussir
là où elle est, beaucoup plus, et donc investir. On doit lutter beaucoup plus efficacement contre les trafiquants, parce que derrière on n'en parle jamais, mais il faut lutter contre ce qu'ils font et l'argent qui se font dessus. On doit beaucoup plus efficacement protéger nos frontières communes. Et ensuite, on doit là aussi être beaucoup plus à la fois responsable et solidaire. Et l'Italie, pourquoi elle en est là? Parce que l'Europe n'a pas été assez solidaire non plus. Parce que l'Europe, pendant plusieurs années, a laissé les migrants arriver et n'a absolument eu aucune solidarité, ou très peu. Et donc, moi, je suis pour la responsabilité du pays de premier accueil, parce que c'est indispensable, il faut des règles, mais tout de suite une solidarité européenne pour l'aider à financer, pour ensuite trouver les bonnes règles de répartition de ceux qui ont droit à l'asile et que nous accueillons collectivement, et pour très rapidement, sur un financement européen, reconduire vers leur pays d'origine celles et ceux qui ne relèvent pas de l'asile, mais qui sont ce qu'on appelle des migrants économiques, c'est-à-dire des gens qui viennent par choix pour essayer de mieux gagner leur vie, parce que leur famille parfois leur a demandé, et que nous ne pouvons pas tous accueillir et garder. Donc c'est une politique exigeante, mais je crois qu'on peut répondre aux peurs, d'abord en étant ferme sur nos principes et en ayant cette politique plus efficace. Et donc j'espère que nous trouverons une solution. En tout cas, je ferai tout pour me battre et ne rien céder. Et ce combat existe. Et je crois que nous devons absolument, en quelque sorte, laisser aucun espace à l'ambiguïté. Mais sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres, la réponse, elle est dans la coopération. Et l'Italie est un grand peuple et un grand pays, et c'est avec l'Italie que nous trouverons la solution, pas sans elle. Et je sais que le peuple italien n'est pas non plus en totalité sur la ligne de certains de ses dirigeants. Voilà, je ne veux pas être plus long. Je vois qu'il y a plein de questions, mais j'aimerais répondre aussi, si vous permettez. Je vais répondre surtout à votre dernière question, celle des peurs. Vous savez, on nous fait croire qu'on vit encore une crise migratoire actuellement, alors qu'on vit une crise politique. Les chiffres d'arrivée ont été réduits de 90%. 90%. Ça, personne ne le dit. Je suis tout à fait d'accord qu'on a besoin de frontières extérieures qui fonctionnent, parce que sinon, à long terme, Schengen ne va plus marcher. Si chacun va dire « moi, je dois mettre des contrôles à mes frontières, parce que ça ne marche plus à l'extérieur », mais on doit trouver surtout des solutions communes. Et on ne peut pas laisser l'Italie, ou la Grèce, ou l'Espagne, seuls responsables, en leur disant « c'est à vous de gérer la situation, car vous avez des ports et vous avez une frontière maritime ». Et c'est pour ça qu'on doit trouver des solutions avec ce qu'on appelait des hotspots, avec ce qu'on appelait des endroits où on peut montrer la solidarité avec l'Italie, avec la Grèce, avec l'Espagne, et faire à travers le resettlement ou la relocalisation, c'est les deux mots qu'on utilise dans notre jargon, la possibilité pour ceux qui, et je le dis, sont des réfugiés politiques. Et ces réfugiés, vous savez, moi je demande juste à certains qui me demandent pourquoi est-ce que des Syriens viennent au Luxembourg. Moi, je vous demande de réfléchir une minute. Si je vous dis, vous avez 1 heure pour emballer votre vie dans un sachet plastique, partir, traverser la mer, peut-être mourir et pas savoir où vous allez. Ces gens ne veulent pas mieux vivre, ils veulent juste survivre. Ces gens veulent vivre. Et je pense qu'en Europe, et certains pays, et je ne vais pas citer le pays, mais vous allez tous comprendre, ont oublié qu'eux aussi ont fui un jour les régimes politiques dans lesquels ils étaient confrontés et qu'ils sont partis et qu'ils étaient des réfugiés aussi hier. Même nous, au Luxembourg, on n'a pas toujours été le pays riche qu'on est. Nous avons des Luxembourgeois qui sont partis au siècle dernier, avant encore, pour pouvoir avoir une meilleure vie. C'était des réfugiés économiques, ils ont été acceptés. Pour les réfugiés politiques, je dois vous dire que si en Europe, on dit qu'on n'a pas de place pour des gens qui veulent survivre, j'ai un problème avec le fonctionnement de l'Europe. On ne peut pas laisser ces pays seuls, on doit les aider et on devra y contribuer. Merci pour ces réponses et je vais redonner la parole à la salle. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, lever votre main si vous voulez poser une question ?
Parce que Et la dame. Qui a le micro? les micros sont par là. Je crois que monsieur en haut n'a pas l'opportunité d'avoir un micro, à part si on a une perche de 4,50 m. Alors, criez. Ça vous dérange pas qu'on prenne monsieur tout en haut, comme ça, qu'ils n'aient pas Là-haut, sur le l'impression balcon. que comme ils ne sont pas au milieu, ils n'ont pas la parole. Donc à vous, monsieur, parlez fort. Donc, Oui, mais fort. Bon, on va prendre la prochaine question. une question. Vous avez un micro, une question. Je souhaite d'abord, l'Europe que je souhaite, l'Europe que je rêve, c'est l'Europe souveraine, supranationale, avec un pouvoir central, une Europe fédérale, et les États-Unis d'Europe, avec un président élu au suffrage universel. Ma question est, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, si jamais il y avait dans l'hypothèse d'une États-Unis d'Europe, serez-vous candidat à la présidence? Merci. Et je vais prendre la madame ici, dans la deuxième rangée. Il y a la dame au milieu, là. Il y a les trucs du milieu, là, je vois. Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Donc, j'aurais une question en rapport avec les valeurs de l'Union européenne sur les droits humains. Comme vous le savez, sur la planète, il existe des sous-hommes qui s'appellent les femmes et qui sont particulièrement maltraités dans des pays tels que l'Arabie Saoudite, où, par exemple, une femme va bientôt se faire décapiter pour avoir manifesté pour les droits humains. D'autres sont emprisonnés pour avoir manifesté pour le permis de conduire. Ma question est la suivante. Vous mettez des taxes pour plein de choses. Vous voulez éviter le dumping fiscal. Vous voulez éviter le dumping social. Vous parlez de dumping écologique. Ma question est la suivante. Quand est-ce que vous allez faire des actions de boycott concrètes contre les pays qui font l'apartheid sexiste, ignoble, qui a lieu aujourd'hui sur cette planète? Ok. Et je voulais encore dire quelque chose. Non, c'est bien, merci. Avec le collectif Nous sommes leur voix. Merci beaucoup. Nous allons aller devant l'ambassade de l'Arabie Saoudite le 24 octobre pour réclamer la libération de cette personne qui risque la peine de mort. Et je rappelle que ce pays condamne à mort aussi l'homosexualité, l'adultère et un certain nombre de crimes de mœurs, et qu'il serait temps de voir ces choses-là. Je dois vous interrompre parce que le temps, on n'a pas beaucoup de temps. Merci beaucoup. Une dernière question de monsieur là-bas avec la chemise blanche. Merci. Du milieu aussi. Bonjour, bonjour messieurs. Peut-être sur un ton un peu plus léger. On parle de progrès depuis tout à l'heure. On parle de confort de l'Europe. On parle aussi d'écologie. Toutes les grandes avancées à ce niveau-là ont été drivées par la conquête spatiale. Aujourd'hui, je voulais savoir si l'Europe allait se doter d'un vrai programme spatial qui sera en mesure de concurrencer les programmes indiens et chinois. Merci. Et le Premier ministre vient de m'autoriser à poser, vous pouvez encore poser une question. On va prendre quelqu'un d'ici du milieu. La madame avec les lunettes. La madame avec les lunettes, il y en a 4 qui répondent. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Monsieur le Premier ministre. Je m'appelle Lisa Weber, j'ai 22 ans. Je suis partie à 4 ans pour étudier en Angleterre. Et étant d'un lycée public belge, j'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai pas eu d'aide de mon État. Devant chercher après un master, j'ai essayé de partir aux Pays-Bas ou en Allemagne et j'ai eu des problèmes avec, à cause de la formation, je devais repasser des tests parce qu'il n'y avait pas l'équivalent. Je voulais savoir qu'est-ce que vous voulez concrètement faire pour les étudiants, pour cette mobilité d'éducation qui pour moi est vraiment importante pour l'Europe que vous défendez. Merci. Merci beaucoup.
Sinon, moi, j'en prends deux, t'en prends deux. C'est peut-être plus facile, comme ça, on peut prendre encore un. Balaye tout rapidement, puis moi, je répondrai pas, surtout. Je serai comme toi, je répondrai sur un. On commence? Oui. D'accord. Alors, il y a plein de questions. Je vais essayer de faire un match-up de différentes choses. La première chose, monsieur, vous parlez d'Europe fédérale. Je vous ai dit, aujourd'hui, je pense que si le message, c'est de dire qu'on a besoin d'une Europe fédérale aujourd'hui, non. Moi, non. Je veux d'abord des mécanismes qui fonctionnent. Je veux des règles où on les respecte. Je veux un état de droit dans tous les pays et je n'ai pas envie d'avoir quelque chose qui aujourd'hui ne fonctionne pas à 28 avec la compétence d'avoir encore des compétences nationales si demain au fédéral ce seront les mêmes qui vont bloquer et du coup on ne fera plus rien. Donc je veux qu'on change d'abord et qu'on arrive à avoir une Europe qui fonctionne avant de dire qu'il faut une Europe fédérale. Mais d'un autre côté, vous avez posé une question et je trouve qu'elle est intéressante, celle du président de l'Europe. Pour moi, on a commencé un peu à l'envers. On a maintenant des Spitzenkandidaten qu'on nous propose, qui ne sont pas toujours candidats. Je ne cite personne. Mais on n'a pas de liste sur lesquelles ils sont. Pour moi, le Spitzenkandidat devrait être la tête de liste d'un parti européen au niveau européen à élire. Et on avait l'occasion, avec la paire des députés britanniques, de le faire. On a raté. On a raté, ça aurait été l'occasion d'avoir à côté de votre liste nationale une deuxième voie que vous auriez pu donner à une liste transnationale, une liste européenne, avec à la tête un Spitzenkandidat qui, dans ce cas-là, porte aussi son nom, au lieu d'être Spitzenkandidat qu'on trouve nulle part. Concernant les étudiants, chaque État est libre. Vous savez, les aides qui sont attribuées, nous, au Grand-Duché de Luxembourg, on a une politique où on essaye d'aider à travers des bourses ou des prêts à taux zéro, où on essaie vraiment d'avoir des taux très très réduits pour les étudiants, pour qu'ils puissent se financer les études. Et nous avons aussi des aides que l'on donne. Je peux parler pour le Luxembourg. Au niveau européen, on veut favoriser l'Erasmus. On veut vraiment donner des moyens. Mais on veut donner des moyens encore plus. On veut même créer, pour vous dire, parce que vous parlez de ça, et c'est l'idée du président français qui nous a soumis à Göteborg. C'est à Göteborg. À Göteborg, celui de vouloir faire un cursus universitaire européen. C'est-à-dire, moi j'ai fait un séjour Erasmus pendant 6 mois en Grèce. Mais de voir un cursus européen avec un diplôme européen où je serai 1 an en France, 1 an en Allemagne, 1 an au Luxembourg, 1 an en Irlande, comme l'Angleterre n'est plus dedans, mais vous comprenez, et qu'on fasse quelque chose où j'ai mon diplôme avec un diplôme de 5 pays différents, c'est-à-dire que j'ai suivi un cursus. Ce sera ça, un vrai diplôme européen. Et si on veut faire ça, bien sûr qu'on doit mettre les moyens au niveau européen. On ne peut pas dire à un jeune, vous allez louer quelque chose pendant 1 an, vous allez payer une caution, et puis vous allez tout changer. Il faut créer des logements étudiants. On doit mettre les moyens à disposition si on veut vraiment avoir une éducation européenne. Concernant tout ce qui est spatial, vous devez comprendre que mon gouvernement est assez fier, et si la France veut participer à toutes les initiatives luxembourgeoises, ils sont les bienvenus. Donc j'ai compris en creux que le Premier ministre me laissait la question sur l'Arabie Saoudite et la conquête spatiale. Donc je vais y répondre. Non, vous avez soulevé, et avec une émotion contagieuse, le sujet en effet du sort des femmes, et bien souvent avec elles de beaucoup d'autres. Parce que dans les pays où les femmes ont à subir des violences d'État, ou là où on accepte les violences sociales, on traite beaucoup d'autres catégories, souvent des minorités, etc., de la même manière. Alors, moi je me suis fixé une règle sur ce sujet, qui est de n'avoir aucune complaisance, mais d'essayer de ne tenir aucun discours facile. Je peux avoir un succès d'estrade en vous disant « vous avez raison, je les condamne », etc. Sur les principes, vous voyez ce que je fais chez moi, nous faisons tout le contraire. La première cause du quinquennat que j'ai décidé, c'est l'égalité femmes-hommes. Hier, j'ai promulgué une loi qui donne une obligation de résultat sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ce qui n'avait jamais existé, etc., etc. Je regarde l'Arabie Saoudite dont vous parliez. Tout ce que vous dites est vrai, factuellement. Et donc, sur ce sujet, la question est de savoir comment ils sont en train d'évoluer.
il y a un prince héritier qui a pris des engagements, qui a commencé à prendre des mesures d'ouverture, qui s'est engagé lorsque je l'ai vu et que je lui ai posé ces questions. Je ne l'ai pas interpellé sur une tribune en son absence. Je l'ai vu à 2 reprises, je lui ai posé ces questions. Il a pris un engagement de faire évoluer les choses. Je vais lui parler, justement, avant ces étapes, pour lui demander d'envoyer des signaux clairs et de montrer qu'il est en train de faire changer les choses. Et donc, de là où vous êtes, je vous remercie de faire ce que vous faites. Et de là où je suis, comprenez que je suis plus utile et efficace, me semble-t-il, à faire ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire à ne rien céder, mais à être dans le débat de personne à personne, et non pas à considérer que demain l'Arabie Saoudite doit être comme la France ou le Luxembourg, mais essayer d'aider ceux qui sont prêts à prendre le risque dans leur pays, parce que c'est un risque qu'ils prennent, les réformateurs, de faire progressivement changer les choses. Ça prendra du temps, ça n'ira jamais aussi vite que vous le voulez, et heureusement qu'il y a des voix comme vous pour s'élever. Mais moi, je ne peux pas être aveugle sur ces évolutions et pas les condamner, en quelque sorte, en les agrégeant sur les plus atroces ou les plus rigoristes de leur pays. Et donc, c'est cette voie que je vais continuer à avoir. Vous parlez d'Arabie Saoudite, il y a beaucoup d'autres pays où je continuerai à agir. Et donc, avant d'aller sur des politiques de boycott ou des politiques de sanctions ou autres, il y a une escalade et donc ça peut passer par ces mesures intermédiaires. C'est aussi une politique de dialogue exigeant et d'essayer de voir le chemin qu'ils prennent et les évolutions qu'ils conduisent. Voilà, en toute franchise, la politique, moi, que je mène depuis 15 mois avec l'Arabie Saoudite, avec d'autres pays, parce qu'il y a des sujets de droits de l'homme, par exemple avec l'Égypte, qui est un pays où on a un dialogue stratégique, qui est un pays qui mène un combat important contre le terrorisme, mais qui pose plein de sujets, plein de préoccupations sur ce point. C'est une évolution qu'on fait. Mais je considère que sur ces sujets, on ne peut pas méconnaître le chemin qui se fait parfois, et on ne peut pas faire comme si nous étions tous, en quelque sorte, au même niveau d'un même universalisme et à la même strate. Il y a des évolutions qui se font. Voilà. Donc, pour vous donner ma position très franche sur ce sujet et très directe. Mais on continuera à œuvrer. Mais en disant ça, il y a besoin de gens comme vous pour le faire. Très clairement. Sur l'espace, à part suivre donc le projet européen lancé par le gouvernement du Luxembourg sur la base de la taxation GAFA annoncée par le Premier ministre tout à l'heure, plus sérieusement, moi je suis partisan en effet d'une stratégie New Space, c'est-à-dire d'avoir une stratégie européenne d'abord qui permette d'aller plus vite sur ce qu'on s'est fixé et de prendre en compte pas simplement la stratégie chinoise et indienne que vous avez décrite, mais aussi la stratégie américaine. On a aujourd'hui le déploiement d'une stratégie américaine très rapide avec des petits lanceurs, des acteurs très véloces qui ont complètement réduit les coûts, qui sont largement financés par les agences fédérales américaines et qui du coup nous font la concurrence sur le marché. Et donc, je suis favorable, et je proposerai dans les prochains mois avec tous les collègues qui sont prêts à s'y ranger, une stratégie spatiale européenne sur le civil et sur le militaire, parce que c'est aujourd'hui un espace de développement en effet de l'influence militaire pour certaines puissances non européennes, et avec l'accélération d'une stratégie petit lanceur et réduction des coûts industriels. On peut encore poser une série de questions. Deux questions, une seule question. Regardez, on va prendre quelqu'un ici du fond de la salle, mais vous devez parler fort. Mais vous avez vu combien de gens ici il y a dans la salle qui veulent poser des questions? Ah, vous êtes bien organisés, vous. Là, vous êtes obligé. On peut prendre encore deux. Ça va, oui. On prend deux questions. Monsieur. Bon, je suis Emmanuel Kamina, je suis étudiant ici à l'Université du Luxembourg. Bon, je voudrais vraiment vous remercier d'être là parce que nous, au Luxembourg, ici, on a quand même la chance d'être en contact avec des hommes politiques parce qu'ils sont très accessibles, mais c'est la première fois quand même qu'on a ici un président français. En fait, ma question ici concerne aussi sur la Hongrie et sur tous les États qui disent rebelles. L'Union européenne aujourd'hui, de nos jours, est la seule organisation internationale qui n'a pas ici des dispositions relatives à l'exclusion des États qui ne respectent pas ici le droit européen. Donc, il y a des dispositions relatives à l'adhésion, des dispositions relatives Ok. Quelle est votre question? Bon, ma question est la suivante. Bon, concernant par exemple, pourquoi ici l'Union européenne ne révise pas ici les traités afin d'exclure tous les États comme la Hongrie, la Pologne qui respectent le droit européen
soit on respecte les droits européens, les valeurs européennes, on est dedans, ou bien on ne les respecte pas, on est dehors. Parce que Ok, merci, on a compris la question. On va continuer avec mademoiselle en haut. Non, votre... Oui. Oui. Madame, tu as compris? Ah oui, j'ai compris. Ok, c'est bon. Allez. Pardon. Encore une petite question. Allez, il y a tout au fond, on vous entendra toute pas. dernière, parce qu'on n'a pas, on est presque à la fin de cette consultation. Elle a le micro en Une plus, toute vas-y. dernière. Vas-y. Mais prenez tout au fond et puis madame, monsieur tout au fond. Mais après on a d'abord quelqu'un tout au fond. Ils ont pas... Monsieur, on vous écoute. Bonjour. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Monsieur le Premier ministre. Je vous remercie pour vos explications et je constate que l'héritage politique auquel on est face aujourd'hui, c'est le populisme. Nous en sommes tous conscients, j'espère que vous l'êtes aussi, voir ce qui se passe en Italie, en Hongrie et en Pologne. Or, nous avons les élections européennes l'année prochaine. Moi, je suis très inquiet parce que le populisme risque de monter très fort. Et ça, c'est un héritage qui vient de 20 ans de mensonges du politique. Pendant 20 ans, vos prédécesseurs, notamment en France, et je n'accuse pas la France, mais c'était la bonne excuse, c'était la Belgique pareil, et d'autres pays, tout ce qui allait mal, c'était la faute de l'Europe. Tout ce qui était mauvais, c'était Bruxelles. Je dois vous interrompre parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Quelle est votre question? Qu'allez-vous faire pour convaincre les ministres respectifs européens, les députés européens, d'enfin parler vrai et de dire la vérité aux citoyens européens? Merci. On va arrêter là avec les questions. Encore une, madame a déjà un micro, regardez. Allez, la dernière. La toute dernière. Et les deux dernières, les deux demoiselles. Allez. Les deux dernières, allez. Mets ton micro. Le micro, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez monter le son, s'il vous plaît? Et sachant que ces armes sont utilisées contre des civils au Yémen, comptez-vous continuer le commerce d'armes avec l'Arabie Saoudite? Et là-bas? Ça ne me concerne pas directement. C'est vraiment la toute dernière. La toute dernière. La toute dernière, on est d'accord. Oui. Je m'appelle Constance, je suis élève au lycée français de Luxembourg à Vauban et je le représente aujourd'hui. Notre question est la suivante. Quels conseils pouvez-vous nous donner à nous, la jeunesse, pour faire avancer l'Europe? Alors moi je vais juste... Vous pouvez faire court? Non mais... On est obligé. J'ai pas commencé Vous êtes vraiment encore. obligé de Moi faire je court, là. vais juste répondre à différentes choses. La première chose, monsieur, c'est vrai qu'on a tous eu tendance, et surtout le Brexit. Le Brexit, quand vous dites c'est le jeudi qu'on vote en Grande-Bretagne, mais donc si vous dites du vendredi matin au mercredi soir que l'Europe est responsable de tout, comment est-ce que vous attendez que le jeudi matin, les gens se lèvent pour dire « eh bien on veut y rester ». Ça a été ça en Grande-Bretagne pendant toute leur appartenance. Et aujourd'hui, on est dans une situation très étrange. À l'époque, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ils étaient in et ils voulaient que des opt-out. Maintenant, ils sont out et ils veulent que des opt-in. Un peu spécial. Mais nous oublions une chose. L'Europe, c'est trop facile. L'Europe, c'est celle de M. Macron, c'est la mienne, c'est celle de Mme Merkel. C'est nous qui siégeons au Conseil européen. C'est Mme Loiseau qui siège au Conseil Affaires Générales. C'est les députés européens, Mme Metz, M. Goerens. C'est nous, c'est vous qui les élisez. Ce sont des représentants des gouvernements, ce sont des chefs d'État, ce sont des membres représentant les affaires étrangères, ce sont les ministres. Alors arrêtons de penser que c'est populaire de dire que ce n'est pas de notre faute et que ça vient de Bruxelles, car Bruxelles, c'est nous tous les responsables politiques dans les différents pays et personne d'autre. Moi, je dois vous avouer, j'en ai de temps en temps, Marc, ça va? Oui. De temps en temps, j'en ai assez
qu'on ait l'impression que Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg, car il y a 3 capitales européennes, sont des extraterrestres et qu'on n'a rien à voir avec eux. Encore une fois, l'Europe, c'est nous tous. Bon, deuxième chose, vous avez parlé de procédure d'exclusion. Aujourd'hui, c'est le Brexit qui a été demandé eux-mêmes par un pays. On a des mesures avec des votes et quoi que ce soit. Je pense qu'aujourd'hui, de se dire, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec une Europe fédérale, qu'il est important de revoir les règles, car on a fait surtout des règles quand tout va bien. On n'a pas prévu que tout puisse un jour aller moins bien. Et donc il est important, lors des réformes des traités, et aujourd'hui je ne demande pas qu'on les ouvre aujourd'hui, hein, ça je vous le dis tout de suite, mais qu'on travaille à voir comment est-ce qu'on peut faire une Europe plus efficace. Concernant les lycées français à Paris, ce sera pour Monsieur le Président. Concernant la vente d'armes, ça ne me concerne pas non plus. Et vous aviez quoi comme question? Le projet. Ah oui, le projet européen. Sérieusement, le fait que vous soyez déjà ici, le fait que vous arriviez à échanger, et le fait, croyez-moi que l'Europe c'est quelque chose, je vous ai dit tout à l'heure, mon ADN. Le fait dans votre tête d'être ouvert à l'autre, le fait d'accepter que quelqu'un ne soit pas d'accord avec vous, le fait d'échanger, de discuter, de comprendre et d'être ouvert aux autres, langue, religion, culture, tradition. Déjà seulement à travers votre caractère et votre conduite au quotidien, de montrer de l'ouverture vers l'autre, fera déjà avancer l'Europe. Et c'est un travail qu'on doit faire nous tous. Et je me permets juste aussi de vous lever quand quelqu'un fait le contraire. Sauf si vous êtes convaincu vous-même. Si quelqu'un devant vous, parce que on a souvent tendance à suivre la masse. Quand vous êtes avec 3 copines ou 3 copains et qui disent « Oh oui, les réfugiés, machin truc », eh bien de dire « Écoute, moi je ne partage pas votre avis ». Et d'oser avoir votre opinion. De ne pas vouloir imposer, mais de le dire. Et de ne pas vouloir être juste un mouton pour suivre parce que d'autres personnes vous ont dit de le suivre. Voilà. Président. C'est fini? C'est sûr? Alors, sur les classes bilingues, on pourra regarder très précisément votre cas, mais on en a beaucoup rouvert. D'abord, les classes bilingues, on en a rouvert, qu'il s'agisse de l'anglais ou de l'allemand, massivement, et même de l'espagnol. Et avec la région Île-de-France, dans le cadre du Brexit et ce qui a été annoncé pour l'attractivité, on est en train de rouvrir beaucoup de classes. Donc, ce serait le plus utile, comme c'est un cas un peu particulier, ce serait peut-être qu'à l'issue de la conférence, auprès des organisateurs, vous fassiez passer votre dossier si c'est votre souhait. Mais on en a rouvert déjà massivement à la première rentrée, celle de septembre 2017, et encore à la rentrée septembre 2018. Donc je vous rassure, c'est au programme. On a remis la totalité des classes bilingues qui existaient avant. On n'a jamais eu autant de germanophones, par exemple, qui existaient, et en particulier en région Île-de-France, on a réouvert des classes bilingues, précisément pour les jeunes venant de Londres. Donc, pardon si on n'a pas pu répondre à votre demande au moment où elle s'est faite. Je ne sais pas quelle était votre rentrée, si c'était l'année dernière, on n'avait pas encore pleinement déployé les choses, mais on va continuer pour que vous puissiez, si c'est votre souhait, ne pas rester à Luxembourg et revenir à Paris. Sur l'Arabie Saoudite. Je tiens juste à te dire que madame a trouvé une place maintenant au Luxembourg. Hein. Oui, mais manifestement, soyez la bienvenue, madame. Comme c'était un choix subi, je veux qu'elle puisse revenir. L'Arabie Saoudite. Alors, pour toutes les ventes d'armes, il y a en France un principe simple. Il y a une commission qui est présidée par le Premier ministre lui-même et sur laquelle il y a des restrictions pour tous les pays dont on condamne les conflits. Celui que vous avez évoqué, le Yémen, est un conflit sur lequel, justement, toutes les ventes d'armes françaises sont réglementées. Et donc, depuis que je suis élu, cette commission exerce ses responsabilités, conformément aux positions que nous avons prises, et d'ailleurs à ce que nous avions lancé lorsque le prince héritier d'Arabie Saoudite s'était rendu à Paris, c'est-à-dire cette conférence humanitaire Yémen, qui est une situation qu'on continue à suivre et qui s'inscrit plus largement dans ce que nous sommes en train de faire entre l'Iran et le reste de la région. Parce que, comme vous le savez, cette crise oppose les Houthis à d'autres, en particulier Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis, et elle ne se réglera que dans ce grand tout qui est le règlement de la crise avec l'Iran. Donc là-dessus, voilà, la régulation de la vente d'armes se fait par cette commission et est claire depuis 15 mois, et la discussion politique se fait dans le cadre du règlement de la crise iranienne. Pour ce qui est ensuite des procédures d'exclusion, le Premier ministre l'a redit. Après, il faut faire attention sur la manière d'agir le plus efficacement.
Qu'il s'agisse de l'Union européenne ou de la Cour européenne des droits de l'homme, donc de la Convention européenne des droits de l'homme, parfois ces nationalistes ou ceux qui ne respectent pas l'état de droit et qui ne respectent pas les règles, ils n'attendent qu'une chose, c'est qu'on les exclue. Il faut, avant de les exclure, déjà les sanctionner. Et ça, on a la possibilité de le faire. Et beaucoup d'États qui aujourd'hui contreviennent à la Convention européenne des droits de l'homme, ils veulent qu'on les exclue. Ça les arrangerait. Quand ils sont encore dedans, on a les moyens d'abord d'aider ceux qui, dans leur population, croient à nos valeurs, en continuant à avoir nos juges de la Convention qui peuvent agir, en continuant à avoir un ancrage européen. Et donc moi, je suis beaucoup plus favorable, comme je le disais rapidement à votre collègue tout à l'heure, à l'idée d'apporter une sanction. Mais ce qu'on ne doit pas continuer, c'est avoir des États qui, par exemple, ne respectent pas l'état de droit et nos valeurs et touchent la totalité des fonds structurels européens. Ça, c'est pas cohérent. Mais c'est plus efficace d'agir comme ça. Et donc, c'est la sanction financière. On a les procédures qui existent, mais on a beaucoup trop traîné à les prendre. Ensuite, sur le populisme. Moi, je suis toujours mal à l'aise avec ce terme. Peut-être parce que, d'ailleurs, quand moi j'ai commencé à faire de la politique et à m'engager, on a dit que j'étais un populiste. Le populiste, c'est bien souvent dans le langage usuel, celui qui n'est pas dans les forces existantes. Alors, si le populisme, c'est la démagogie, c'est-à-dire dire au peuple ce qu'il veut entendre et lui apporter des réponses faciles, je le condamne. Si le populisme, c'est être avec le peuple contre l'ordre institué, je ne le condamne pas, pour faire cette clarification. C'est pour ça que vous m'entendez plus souvent dénoncer les nationalistes ou les extrêmes. Et je préfère ces termes, ils me semblent plus clairs. Vous avez parfaitement raison de le dire. Et j'ai dit plusieurs fois dans ma campagne, et depuis que je préside ce que le Premier ministre vient de dire, l'Europe, c'est nous. Ce n'est pas Bruxelles. Bruxelles, c'est la Commission avec les commissaires que nous avons nommés, les chefs d'État et de gouvernement, c'est-à-dire nous, et nos ministres, à qui nous avons donné un mandat. Donc c'est trop facile. Et vous avez raison de dire que pendant 20 ans, dès que c'était difficile, on mentait. On disait, c'est eux. Moi, je voudrais bien, mais je ne pouvais pas. Et l'autre chose qui a nourri ce doute sur l'Europe, c'est l'inefficacité. Et donc, je pense que dans la dénonciation que vous faites, il ne faut pas oublier deux voies. Les lâches, ceux qui dénoncent l'Europe pour ne pas avoir leurs responsabilités propres, parce que c'est une forme de lâcheté politique. Et puis, ceux qui ne veulent pas faire avancer les choses. Et aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas que l'Europe se transforme ont une responsabilité, une forme de complicité tacite avec ceux qui ne veulent plus de l'Europe ou veulent en sortir, parce qu'ils ont rendu de fait notre Europe inefficace. Parce que quand de réunion en réunion, et c'est ça aussi notre principale maladie, il faut quand même le regarder en face, quand de réunion en réunion, on lance des idées, on fait des déclarations, on dit on va faire avancer les choses, mais que de sommet en sommet, on n'arrive pas à réduire nos divisions, et au fond, on gagne du temps en mettant les choses comme ça, en poussant, en disant ça n'est plus possible. Parce que le temps, la vie politique de nos concitoyens, parce que les conséquences de ces non-décisions pour eux sont telles que cette inefficacité, elle tue à petit feu l'idée européenne. Et donc il faut, de la vraie responsabilité démocratique, dire cette décision européenne, oui, on l'a défendue, on voulait aller plus loin, mais on n'a pas réussi, mais voilà ce qu'on a défendu. Ou on l'a soutenu, ou on a perdu. Mais il faut être clair sur les positions qu'on prend, et pas renvoyer à quelque chose qui serait complètement extérieur. Et la deuxième chose, c'est qu'on doit tous chercher à faire avancer l'Europe là où on veut l'emmener, par des consensus qu'on trouve, mais tous ceux qui la freinent, pensant qu'ils sont bien chez eux et que tout va bien, et qu'au fond, les migrants, c'est le problème des autres, la crise économique, c'est encore d'autres, ils participent d'une complicité générale qui est le blocage de l'Europe. Et donc, progressivement, la conviction que certains forgent que l'Europe, ça ne sert à rien, ou que l'Europe est une partie de nos maux. Donc oui à la responsabilité démocratique et oui à l'ambition et l'efficacité européenne pour répondre à ça. C'est le seul remède que je trouve. Enfin, pour répondre à votre question et les conseils en quelque sorte pour vous, votre génération sur l'Europe et les jeunes Européens. N'oubliez rien. C'est mon premier conseil. N'oubliez rien. Votre génération n'a pas vécu, et heureusement, tous les drames qui ont précédé. Mais considérez que ce sont des cicatrices que vous portez de naissance. Ne les oubliez pas, regardez-les chaque matin. Parce que ces cicatrices pourraient être des plaies qui se rouvrent. Et ça peut toucher votre génération avant tout. Et donc mon premier conseil, c'est n'oubliez rien.
Et mon deuxième conseil, c'est soyez audacieux. L'Europe, elle a besoin d'audace. Elle a besoin de gens qui proposent, qui se battent pour ce en quoi ils croient profondément. Elle a besoin de femmes et d'hommes qui osent dire qu'en effet, il faut des universités européennes, qu'en effet, il faut une Europe de la défense, et que sais-je, qu'en effet, il faut une Europe plus juste avec des combats sociaux qu'on n'a parfois pas menés, mais le faire avec audace et cet attachement pour ce qui est notre trésor commun, c'est-à-dire ce continent qui est une concentration inédite de peuples si différents, de tant de langages, qui a été meurtri par tant de guerres, et qui pourtant se tient là, et qui, dans le monde tel qu'il est en train de basculer, est celui qui porte avec le plus de force les combats du siècle, pour les droits de l'homme, pour l'écologie, pour une innovation inclusive. C'est ça l'Europe. Et donc n'oubliez rien et soyez audacieux. Allez. Merci à vous. Donc, nous devons nous en tenir là, Monsieur le Président et Monsieur le Premier ministre. Est-ce que vous voulez tirer des conclusions finales? Moi, j'aimerais juste dire, d'abord réitérer mon remerciement au Président de la République d'avoir pris le temps, et vous, Madame Reuter, d'avoir tout présenté. Mais permettez-moi, à titre personnel, de dire merci à mon équipe qui a bossé depuis des semaines pour organiser ça, qui ont tout le temps, tout fait pour essayer d'organiser, qui ont changé la salle, puisque une fois qu'on a annoncé la venue du Président, la salle, en 2 heures, tout était réservé. On a changé de salle pour venir ici, pour avoir 500 places en plus. Je vous remercie, vous tous, d'avoir pris votre temps, car si on veut avoir une consultation citoyenne, si on veut avoir un dialogue, il faut un interlocuteur, sinon ça s'appelle un monologue. Merci d'avoir eu ce dialogue avec vous. Merci à toi. Non, merci infiniment pour cet échange, mesdames et messieurs. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour cet accueil. Je sais qu'on n'a pas pu poser toutes les questions. Je vois Madame qui proteste parce qu'elle n'a pas eu le micro et beaucoup de questions. Et au fond, ça dit ce que nous sommes. L'Europe, c'est un débat qui ne s'arrête jamais. Jamais. Et ceux qui ne veulent pas débattre ne sont pas vraiment européens. Ceux qui voudraient réduire l'Europe à une seule voie, je crois, refusent de voir l'Europe dans sa richesse. L'Europe, c'est le continent des traductions. Eco avait cette phrase magnifique qui disait « La langue européenne, c'est ni l'anglais, ni l'espéranto ou autre, c'est la traduction. » Et dans la traduction, il y a la part intelligible, il y a la part irréductible. Et donc, dans l'échange qu'on a, il y a des accords et des parts de désaccords. Mais il y a ce débat ininterrompu. Alors, il faut parfois prendre des décisions pour avancer, parce que ce monde va vite. Il faut parfois être ferme, décider, trancher, parce que nous avons face à nous des puissances qui avancent. Mais notre force, et on ne le dit plus, notre force, c'est ce goût de l'Europe des cafés, de l'Europe des discussions, de l'Europe où dans la rue on discute, parfois on s'écharpe, on manifeste, mais il y a très peu d'endroits où on peut le faire avec cette intensité dans le monde. Et donc pardon de ne pas avoir répondu à toutes vos questions. Merci d'avoir été là pour débattre, mais c'est ça l'Europe, ce débat qui ne s'arrête jamais. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.